Bonsoir, bienvenue à votre émission, Le Temps du Parlement. Dans cette édition, la deuxième session ordinaire de l'année législative 2024. Les portes du Parlement sont ouvertes depuis le 11 juin dernier. À l'ouverture des travaux, les deux chefs de chambre ont donné leur point de vue sur la marche du pays. Nous les écouterons dans cette émission. Dans cette édition également, les 6 projets de loi déjà sur la table des députés et sénateurs. Notre invité est le sénateur Benjamin Amama. Il nous donnera son point de vue sur la marche de la décentralisation et sur le transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais à présent évoquer un autre sujet qui me tient à cœur. Il s'agit de la couverture sanitaire universelle. Ce projet est une initiative majeure, entérinée personnellement par le président de la République dans le cadre de sa politique de justice sociale et de promouvoir le bien-être de ses concitoyens. Actuellement, dans sa première phase conduite progressivement et avec méthode dans les régions pilotes du Grand Nord, de l'Est et du Sud. Selon des informations puisées à bonne source, ces premiers résultats sont plutôt encourageants. À ce jour, les statistiques portant sur les opérations de pré-enrôlement et d'enrôlement sont respectivement de 3 177 914 personnes et de 2 487 853. Pour cette dernière catégorie, il s'agit des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes qui bénéficient déjà de la gratuité de traitement pour les cas de paludisme simple ou grave. Chers collègues, nous nous retrouvons au lendemain de la célébration de la 52e édition de la Fête nationale de l'Unité. Comme toujours, les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur à l'étranger se sont fortement mobilisés pour témoigner leur attachement à la République et à ses valeurs ainsi qu'aux institutions et à celui qui les incarne, le président Paul Biya. Nous devons nous rappeler que le 20 mai est et doit rester avant tout la fête de l'unité nationale. C'est pourquoi, chers amis de cette tribune, je condamne très fermement le discours de haine et de division qui fleurissent dans les réseaux sociaux pour créer et alimenter les peurs, les haines. Après son discours d'ouverture, le président du Sénat a tenu à reprendre la parole pour faire une mise au point sur son état de santé. Je suis là, je continuerai à être là. Vos applaudissements me disent donc, me disent qu'il faut que je persévère. Vous voyez, la maladie passera, mais nous resterons. Six projets de loi sont déjà sur la table des sénateurs et députés. Ils portent notamment sur l'archivage, l'aviation civile,
et les accords de partenariat Union européenne-ACP. Dans le même temps, le Sénat vient de connaître une plénière consacrée aux questions orales. 6 textes reçus et jugés recevables par la conférence des présidents. Le projet de loi régissant les archives au Cameroun. Le texte proposé instaure un contrôle archivistique visant à garantir la bonne tenue du patrimoine national en la matière. Présenté sous rubrique, il prévoit un régime de sanctions dissuasif assorti toutefois d'une procédure de transaction. Son adoption par le Parlement permettra de moderniser le système actuel en le dotant d'un cadre juridique plus approprié. Ce projet de loi, au cours de la séance plénière présidée des suites par le premier vice-président de la Chambre, Hilarion Eton, a été présenté à la Chambre entière. Également énoncé pour examen au fond et adoption, les projets de loi autorisant le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes, au traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à ratifier l'accord de partenariat entre l'Union européenne et ses membres, ainsi que l'accord sur le transport aérien entre le gouvernement de la République du Cameroun et le gouvernement du Canada, signé le 1er juin 2022 à Yaoundé. Réunis aux premières heures de la matinée autour du chef de chambre, le très honorable Kavaye Djibril, la conférence des présidents a reçu et jugé recevables 2 projets de loi. Les 2 projets de loi ont été ensuite présentés à la représentation nationale et envoyés à la Commission des affaires étrangères au cours d'une séance plénière présidée par la vice-présidente Mary Mouyali Meboka. L'un de ces 2 projets autorise le président de la République à procéder à l'adhésion du Cameroun aux conventions des Nations Unies relatives au statut des apatrides et à la réduction des cas d'apatrides. L'autre projet, quant à lui, autorise le président de la République à ratifier le protocole portant amendement de l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce par l'insertion de l'accord sur les subventions à la pêche. 2 questions étaient au menu de cette plénière, toutes du sénateur Pierre Flambon-Gayap. La première sur le niveau de mise en œuvre du transfert de compétences de l'État aux collectivités territoriales décentralisées, avec un accent sur la concomitance entre les compétences transférées et les ressources qui les accompagnent. Le sénateur Pierre Flambon-Gayap a également voulu savoir pourquoi les projets d'investissement public coûtent plus cher et sont de moins bonne qualité au Cameroun que dans certains pays comme le Sénégal, le Ghana ou la Tanzanie. Pour le ministre délégué auprès du ministre en charge de l'économie, cette perception n'est pas conforme à la réalité. En guise de focus, nous proposons de revenir sur la plénière consacrée aux questions orales au Sénat. Au cours de la dite plénière, le sénateur Pierre Flambon-Gayap a interrogé le ministre de la décentralisation et du développement local sur la question du transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Tout transfert de compétences par l'État à une collectivité territoriale doit être accompagné par le transfert concomitant des ressources et des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée. Monsieur le ministre, dans quelle mesure ce principe cardinal du transfert des compétences est-il effectif en l'état actuel du processus de décentralisation dans notre pays? En réponse à ces préoccupations, je voudrais indiquer sur l'effectivité de l'équilibre et de la concomitance du transfert de compétences et de ressources. La première préoccupation du sénateur met en relief 2 principes cardinaux qui devraient encadrer le processus de transfert de compétences. Il s'agit du principe de concomitance et celui de l'équilibre. Le principe de concomitance est consacré par l'article 21 de la loi du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées qui dispose que tout transfert de compétences à une collectivité territoriale
s'accompagne du transfert par l'État à celle-ci des ressources et moyens nécessaires à l'exercice effectif de la compétence transférée. » Fin de citation. Repris dans la plupart des décrets de transfert de compétences, il implique que lorsque l'État se dessaisit d'une compétence, il transfère également les ressources dont il disposait pour la mise en œuvre de la dite compétence. C'est ainsi, pour illustrer, qu'en transférant la compétence relative au cantonnage ou au paquet minimum, l'ensemble des ressources que les ministères utilisaient sont entièrement allouées aux communes. Pour sa part, le principe d'équilibre rappelle que le transfert des ressources doit impérativement tenir compte des charges nécessaires à un exercice optimal de la compétence par la collectivité territoriale décentralisée. C'est la raison pour laquelle le Code général des collectivités territoriales décentralisées, en son article 26 alinéa 1, prévoit une évaluation préalable des charges nécessaires à l'exercice de la compétence avant la détermination de la ressource à transférer. Cet équilibre transparaît en outre dans l'alinéa 2 de l'article 26 qui fait obligation à l'État, en cas de survenance de toute charge nouvelle incombant à une collectivité en raison de la modification par l'État, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées, de compenser par le versement approprié à la dotation générale de la décentralisation ou par d'autres ressources fiscales. Notre invité est sénateur de la région de l'Est depuis 2013. Il a été directeur général de l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature, puis ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Cet expert financier est rapporteur général de la Commission des finances et du budget au Sénat. Sénateur Benjamin Amama, bonsoir. Bonsoir. Nous nous intéressons effectivement à la décentralisation en prenant appui sur la dernière plénière au Sénat portant sur le niveau de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Mais avant d'aborder cette question, quel regard général jetez-vous sur le niveau de la décentralisation au Cameroun? Ce que je peux dire d'emblée, c'est que de toutes les façons, la décentralisation se fait. Le problème que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est à quel rythme va la décentralisation. Il y a des choses qui sont faites, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut être satisfait de ce qui se passe, de ce qui a déjà été fait? Ce que je peux dire en réalité aujourd'hui, à mon humble avis, c'est qu'on peut mieux faire. Je rappelle que le Sénat a cette compétence que lui accorde la Constitution de représenter les collectivités territoriales décentralisées. Sur le terrain, en contact avec ces collectivités, comment est-ce qu'on apprécie cette décentralisation-là? Je reviens du terrain. J'étais à Bétaro il y a quelques jours. La réalité de ce qui vient des responsables des collectivités territoriales, c'est qu'elles ont besoin de davantage de transfert de compétences pour exercer les missions qui sont les leurs. En réalité, il faudrait ici, je crois, rappeler c'est quoi la décentralisation et pourquoi la décentralisation a été choisie comme système de mise en œuvre de la politique du gouvernement arrêté par le président de la République. On vient de rappeler que c'est depuis 1996 que le Cameroun, à travers l'adoption de la nouvelle constitution, a décidé de devenir un État unitaire décentralisé. Pourquoi ce choix? Et je crois que ça, c'est important à connaître. C'est que nous nous sommes tous rendus compte que l'État central n'arrivait plus à donner satisfaction aux citoyens en ce qui concerne
les problèmes d'existence au quotidien. Il s'agit des problèmes éducatifs, des problèmes sportifs, des problèmes économiques, des problèmes de santé, des problèmes culturels. C'est pour ça que l'option de la décentralisation a été prise. Le transfert de compétences doit donc avoir pour conséquence et résultat sur le terrain la satisfaction des citoyens par rapport à ce qui vient d'être dit. La question du sénateur Pierre Flammonde-Gaillard, en tout cas l'une des questions, c'était justement sur ce transfert de compétences. Il posait la question sur la concomitance entre les compétences transférées et les ressources transférées. Je crois que là, le sénateur Gaillard a posé la question de fond au gouvernement. Est-ce que la décentralisation se fait comme cela est prévu dans les textes? Le premier aspect de cette question est relatif au transfert effectif des compétences. Est-ce que les transferts sont faits pour répondre aux préoccupations des citoyens? Le ministre a cité comme exemple de transfert de compétences le cantonnage qui est transféré. Il a cité comme exemple le paquet minimum. Or, qu'est-ce que les populations attendent des collectivités territoriales aujourd'hui? C'est que nos écoles soient bien gérées, c'est que nos hôpitaux soient bien gérés par les collectivités territoriales décentralisées, c'est que les collectivités territoriales décentralisées puissent entretenir, créer les routes rurales qui peuvent permettre, n'est-ce pas, les vacations de nos produits, c'est que les collectivités territoriales décentralisées puissent encourager les hommes, les uns et les autres, à sortir de la pauvreté, en encadrant les populations dans les activités productrices et génératrices de revenus, en encadrant les citoyens dans la production agricole, en aidant les citoyens en adduction d'eau, en matière d'électrification. Voilà les problèmes. Les lois sur la décentralisation datent de l'année 2004. C'est là qu'on a commencé à concrétiser la volonté du chef de l'État de faire du Cameroun un État unitaire décentralisé. Ça fait exactement 20 ans aujourd'hui. Alors, lorsque vous prenez donc cette loi, vous prenez les lois, le code de 2019, qui a repris l'essentiel de ce qui a été fait dans les différentes lois de 2004. Vous prendrez par exemple en matière d'éducation. En ce qui concerne l'enseignement primaire, par exemple, il y est dit clairement que les collectivités territoriales décentralisées, notamment les communes, sont chargées de la création, de la gestion, de l'équipement des écoles maternelles et primaires, que les collectivités territoriales sont chargées du recrutement, du personnel enseignant et du personnel d'appoint, de l'équipement de ces infrastructures. Alors, dites-moi aujourd'hui combien d'écoles primaires sont gérées par les collectivités territoriales. Lorsqu'on recrute par exemple des instituteurs, on les affecte dans nos villages. Ces instituteurs viennent prendre service. Mais dès qu'ils ont leur salaire, ils sont affectés dans le mois qui suit, dans les grandes villes. Pourquoi ne pas confier la gestion de ces instituteurs au maire qui est sur place? Alors, le constat que vous faites montre bien que l'administration centrale ne veut pas peut-être se séparer de certaines de ses prérogatives. Comment est-ce que vous, au Sénat, avec le pouvoir que la Constitution vous donne de représenter ces collectivités territoriales décentralisées, que faites-vous à votre niveau pour que ces transferts soient réels? Je voudrais que vous me permettiez de revenir encore sur la question du sénateur Gaillard, parce qu'il y a le volet transfert de compétences que nous avons évoqué, où j'ai dit qu'aujourd'hui,
On ne peut pas brandir la construction d'une salle de classe comme transfert de compétences aux collectivités territoriales après 20 ans de décentralisation. Il y a le problème de transfert de ressources. Et là, c'est aussi une question, parce que importante. Ce que le sénateur Ngaya a voulu dire, ce n'est pas tellement un problème de montant, tel que beaucoup de gens veulent le laisser croire. En fait, le sénateur Ngaya pose la question de savoir si le transfert de ressources se fait conformément à la loi, conformément à ce qui a été prévu. Parce qu'aujourd'hui, et là, j'avais déjà appelé l'attention de la Chambre des comptes sur cet aspect, on nous amène dans le financement de la décentralisation par la dotation générale de la décentralisation. 15% des recettes de l'État. Et ça vient après. Et là encore, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, l'arrivée des 15% de la dotation générale de la décentralisation. Je voudrais m'expliquer à ce sujet. La dotation générale de la décentralisation a été créée pour le financement partiel de la décentralisation par l'État. Pourquoi financement partiel? Tout simplement parce que dans les principes de la décentralisation, il y a ce qu'on appelle le principe de complémentarité. Complémentarité. C'est-à-dire que l'État peut intervenir dans un domaine déjà transféré pour des raisons précises et ce de façon ponctuelle. Et c'est pour cette raison que dans le cadre de ces interventions, on a créé la dotation générale de la décentralisation. Donc, lorsque l'État veut intervenir dans un domaine, et c'est pour ça qu'on doit arrêter annuellement le montant qui correspond à ce que l'État voudrait faire de façon ponctuelle ou alors de façon en urgence, ce qui pourrait arriver à l'État de faire en urgence. Donc l'État ne se substitue pas ou ne fait pas concurrence, l'État complète. En d'autres termes, comment est-ce qu'on doit financer la décentralisation? Il faut donc d'abord arrêter clairement la compétence qui est à transférer. On peut dire par exemple que nous transférons la gestion des écoles ou la gestion des centres de santé. Ça, c'est une décision à prendre par le gouvernement. Donc, si vous décidez de transférer la gestion des écoles primaires et maternelles aux collectivités territoriales décentralisées que sont les communes, vous analysez donc toutes les charges inhérentes à ce transfert de compétences. Vous évaluez et vous prenez les dispositions pour que les collectivités territoriales puissent exercer cette compétence. Et vous transférez les fonds concernés aux collectivités territoriales. Et la loi dit comment ces fonds sont calculés. Le minimum, c'est ce qui était prévu relativement à cette compétence dans le budget de l'État au moment où l'on veut faire le transfert de compétences. Et ces fonds sont transférés directement aux collectivités territoriales. Donc, la dotation générale de la décentralisation n'a pas vocation à financer, n'est-ce pas, la décentralisation. Il serait donc souhaitable que l'on revienne à l'orthodoxie, à ce qui a été prévu par la loi. Donc je suppose que c'est une proposition que vous ferez à la Chambre haute du Parlement. C'est une proposition qu'on a déjà eu à faire au gouvernement. C'est des explications que nous avons déjà eu à donner. Nous allons continuer à le faire. Et comme je l'ai dit, en tant que représentant des collectivités territoriales décentralisées, nous essayons de frapper à toutes les portes. Et il faudrait que l'on donne des revenus, qu'on apprenne aux Camerounais, qu'on leur donne la possibilité d'utiliser les richesses de notre sol, notamment l'agriculture, et que les Camerounais des villages retrouvent leur fierté. Et là, ils auront la dignité à envoyer les enfants à l'école. Sénateur Benjamin Amama, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de m'avoir
permis de donner mon point de vue sur la décentralisation. C'est la fin de cette édition de Le Temps du Parlement. L'émission est diffusée un jeudi sur deux après le journal télévisé de 20h30 sur la CRTV. L'émission est également rediffusée le lendemain vendredi à 16h. Merci d'avoir été des nôtres.